Alors, attendez, Valérie, on va vous donner un micro. Et en plus, j'ai pas une voix qui porte. Est-ce qu'il marche? Oui. Vous entendez? Merci. Voilà, vous m'entendez? Oui. Alors, les travaux de restauration du château ont fait l'objet d'un suivi archéologique ponctuel sous la forme de 2 opérations de diagnostic réalisées par l'INRAP entre janvier et septembre 2022. Ces travaux ont porté sur l'accessibilité du château, donc la création de 2 ascenseurs, le réaménagement des communs nord et la restauration de la grille d'honneur, ainsi que la création et la reprise de réseaux enterrés, notamment de chauffage dans les cours. Les tranchées ouvertes lors de ces travaux ont été une occasion unique d'observer le sous-sol en divers endroits du site. Les observations qui ont pu être faites apportent un éclairage nouveau sur un château jusqu'alors largement inconnu dans sa matérialité avant le XVIIe siècle. Alors je tiens à souligner que les plans et réflexions que je vais vous présenter aujourd'hui sont issus d'un travail de rédaction des rapports qui ne sont pas encore terminés, qui sont en cours et dont les conclusions ne sont pas abouties. Alors, cette première diapositive vous présente des images d'ambiance de travail, donc de moi-même et des différents collègues qui m'ont accompagné sur ces opérations où chaque fois on était 2. Après avoir fait un rappel du contexte, je vous présenterai les nouvelles découvertes. En premier lieu, les vestiges antérieurs au XVIIe siècle, puis ceux du XVIIe siècle, aujourd'hui disparus, et enfin les modifications des XVIIIe et XIXe siècles. Alors pour commencer, du château médiéval, que connaît-on? La présence d'un château antérieur à la demeure du XVIIe siècle est attestée par les données historiques. Un seigneur de pierre est connu dès le XIe siècle. Toutefois, la maison forte de la seigneurie ne semble, elle, apparaître dans la documentation qu'au XVe siècle. En tout cas, les quelques mentions publiées facilement accessibles que j'ai consultées dans la base de données du CECA, par exemple, laisse transparaître plusieurs campagnes de travaux et de modifications du site. Ainsi, en 1435, la maison forte est en très mauvais état, elle est décrite comme non tenable et défendable. Alors qu'en 1525, elle est belle et forte, bien fermée de bonnes et fortes murailles, environnée de 4 bonnes tours avec un bon pont-levis. En 1584, en revanche, elle est tout ruinée par les guerres. Plus tard, durant la guerre de 30 ans, qui localement s'appelle la guerre de 10 ans, le château a été attaqué par les Comtois en 1637 puis en 1642. Après la guerre, la partie résidentielle du château est reconstruite, comme on l'a vu, en 1680, ainsi que les communs au XVIIIe siècle. Si ces mentions laissent supposer plus d'une campagne de travaux sur le site, les élévations actuellement visibles en témoignent également. Ici, vous voyez la tour nord-est, donc celle qui est située dans l'angle là, qui conserve la trace de nombreuses modifications, notamment on y voit des petites fenêtres en briques, entièrement en briques, contrairement aux fenêtres actuelles et grandes fenêtres en pierre, et on y voit également des ouvertures de tir. Alors cette tour présente un aspect différent des autres, ses parements sont différents et vous voyez une autre vue avec les petites fenêtres. Vous voyez à côté de la grande fenêtre en pierre, la toute petite avec le départ de son arc. Et dans ces tours, la présence d'arbalétrières canonnières à bouche ronde en bas de mire qui sont datables du XVe siècle. La façade orientale montre également la présence d'une fenêtre murée dans le prolongement de la tour nord-est, qui laisse à penser que cette partie de maçonnerie appartient à un ancien état du château. La tour sud-est comporte, comme la tour nord-est, des hauts en briques. En revanche, l'aspect des autres tours est très différent. Le parement est beaucoup plus homogène et on observe des jeux de couleurs dans l'appareil de briques. Ces tours comportent des canonnières à ébrasement externe ovale datables du XVIe siècle et correspondent probablement à la description de 1525 d'une place environnée de 4 bonnes tours.
Les bâtiments des communs conservent également la trace de l'histoire du site. Ils englobent chacun une tour-porte plus ancienne. Ainsi, la porte nord est encore clairement visible dans la façade extérieure où son arc en pierre se distingue dans l'élévation de briques. Au sud, les coups de sabre marquant la limite des tours et les ouvertures bouchées des anciennes rainures des flèches du pont-levis sont clairement lisibles dans les parements de briques. Ces tours-portes que l'on distingue sur les gravures anciennes parce qu'à l'époque, elles s'élevaient plus haut que les bâtiments des communs, alors qu'aujourd'hui, vous voyez qu'elles sont abritées sous un même toit. Donc ces tours constituent probablement 2 des 4 tours qui encadraient l'ancienne basse-cour décrite dans les sources historiques. Maintenant, les nouvelles données apportées par l'archéologie. Les récents travaux ont permis de mettre au jour des aménagements antérieurs au XVIIe siècle, à la fois dans les cours du château, des communs, mais également dans le bâtiment. Dans la cour du château, vous voyez ici les tranchées ouvertes pour les réseaux de chauffage. Les tranchées qui longent les ailes du château ont mis en évidence la présence de niveaux d'occupation en dehors du bâti actuel, comme le montre la présence de niveaux charbonneux dans la cour. Vous voyez dans la photo de gauche ces couches noires qui indiquent une occupation et voilà, sur des niveaux argileux qui sont au fond les argiles naturelles et entre les 2 couches de gris qui peuvent être un apport de sol en terre battue par exemple. On a des niveaux d'occupation. La tranchée, donc dans la tranchée nord, la tranchée nord a coupé une stratification qui témoigne de la présence de bâtiments en bois. Un foyer en pierre y a été détecté, que vous voyez ici sur 3 des photos. Sur la 3e photo, les limites d'une couche argileuse qui constitue un sol en terre battue évoquent la présence de parois disparues en bois, sans doute sur sablière. En tout cas, les tranchées étaient beaucoup trop étroites pour qu'on distingue des trous de poteaux et on ne connaît pas du tout le plan de ces bâtiments. On ne peut que attester qu'il y avait des habitations dans la cour. Dans la tranchée sud, l'aspect des vestiges était totalement différent. On a également les niveaux d'occupation, mais au-dessus, on a un très large creusement, donc d'une largeur de 8,50 m et qui pourrait être un fossé. Voilà, je propose ici de dessiner un fossé. La flèche rouge, c'est les limites qu'on a bien vues dans la tranchée sud. Et je propose un dessin tout à fait théorique. Finalement, on n'en a que 2 points sur un côté de la tranchée, c'est-à-dire que finalement, ça pourrait être un fossé, ça pourrait être une très grosse fosse. Là, je propose de le poursuivre dans la tranchée nord, mais c'est vraiment une image totalement hypothétique. On pourrait très bien être en présence d'un fossé, mais aussi d'une très grosse fosse. Voilà, je propose ici de rapprocher les points observés en bas avec un point observé en haut à l'extrémité de la tranchée nord, mais il faut savoir que le creusement observé à l'extrémité de la tranchée nord s'observe aussi à l'extrémité de la tranchée sud et qu'il s'agit plus probablement en fait d'un creusement pour la reconstruction des douves. On a vu, Annie vous a dit que les douves ont été reconstruites à plusieurs reprises et ici on a ce creusement pour sans doute la réfection des murs en briques. Alors, dans la cour des communs, la tranchée ouverte pour couler les nouvelles fondations de la grille d'honneur a également permis d'observer un niveau d'occupation. Il est apparu juste au-dessus des argiles naturelles, sous la forme d'une couche grise, organique et charbonneuse. Des trous de poteaux détectés dans ce secteur évoquent ici aussi la présence de bâtiments en bois. Vous voyez sur la photo de droite donc la fondation du mur de la grille qui a entièrement coupé les niveaux antérieurs. Dans la tranchée de réseau de chauffage ouverte à proximité du pont entre la basse-cour et le château, les mêmes niveaux charbonneux sont apparus. Vous voyez ici en fond de tranchée un très gros niveau charbonneux. Hélas, on était en fond de tranchée, on n'a pas pu descendre plus bas, donc on a à peine effleuré ce niveau. Dans la même tranchée, la limite nord d'un possible fossé également a été observée. Il semble appartenir à un ouvrage orienté de manière très différente du possible fossé précédent, mais
Ici, on a un seul point. La dernière fois, on avait 2 points. C'était déjà difficile de donner une orientation. Là, on a un seul point puisqu'on a un seul port. Et donc, son plan demeure tout à fait inconnu. Voilà. À l'intérieur du château, le creusement de la fosse d'ascenseur à proximité de la tour nord-est a mis au jour plusieurs maçonneries et niveaux de sol qui semblent appartenir à la maison forte médiévale. Ils sont localisés dans l'aile nord, à proximité immédiate de la tour nord-est, celle qui comporte donc des arbalétrières canonnières du XVe siècle. Si, en l'absence de fragments de céramique, la datation précise des vestiges demeure indéterminée, certains murs sont assurément antérieurs au château du XVIIe siècle. Le travail de l'archéologue, ici l'analyse de la stratigraphie, c'est-à-dire de la relation chronologique que chaque couche entretient avec les autres, permet d'établir la chronologie relative des vestiges exprimée sous la forme d'un diagramme stratigraphique. C'est le tableau que vous voyez à droite. À gauche, c'est le relevé de la coupe, donc des couches qui se succèdent et du mur qui était derrière la succession de couches. La profondeur de la fosse d'ascenseur atteint 1,60 m. Les argiles qui correspondent à des dépôts naturels et qui sont antérieurs à l'installation humaine ont été rencontrés au fond de la fosse. Au-dessus se succèdent plusieurs niveaux d'occupation, des couches charbonneuses entre lesquelles s'intercalent des apports d'argile jaune destinés à constituer des sols en terre battue. Les 2 couches charbonneuses les plus importantes trahissent des épisodes d'incendie. Elles contiennent notamment des fragments d'argile cuite qui correspondent à des morceaux de parois entorchis cuits par l'incendie. Vous voyez ici en cours de fouille la succession de sols et de niveaux charbonneux. Le sol le plus récent est surmonté par un aménagement en briques qui constitue un foyer. Les briques sont posées sur un sol en terre battue formé d'argile jaune. Sous le foyer, l'action répétée de la chaleur a rougi l'argile en profondeur. Après son abandon, le foyer a été coupé par les murs du château. Il est donc antérieur à son état du XVe siècle. Alors, plusieurs murs sont apparus sous le sol dans l'espace de la cage d'ascenseur dont il a fallu établir la chronologie. Certains d'entre eux sont antérieurs aux élévations actuelles et leur position stratigraphique permet de les attribuer à la maison forte médiévale. Sous le mur ouest de la pièce est apparu un angle de mur qui délimite un espace plus réduit que l'aile nord actuelle. Donc c'est un mur figuré en orange sous le mur bleu. On en voit très peu sur le plan puisqu'il est masqué par le mur bleu. Il a été détruit donc par la construction de cette cloison au XIXe siècle. Et ces maçonneries figurées en orange servent de fondation au mur actuel. Sur cette diapositive, le plan restitué montre que ces murs pourraient se raccorder à la tour nord-est. Pour corroborer cette hypothèse, on peut observer que les mortiers des 2 maçonneries ont une composition très proche, sableuse, pauvre en chaux, mais avec des nodules de chaux apparents. D'autres vestiges de la maison. À l'intérieur du château, donc le creusement de la fosse a mis au jour plusieurs maçonneries. À partir des éléments découverts dans le sous-sol et à partir de l'analyse du plan actuel du château, on peut proposer une hypothèse de restitution du corps de bâtiment auquel appartiennent ces murs. En effet, on observe que toutes les cloisons qui forment les divisions intérieures au rez-de-chaussée du château sont relativement étroites, à l'exception d'une seule maçonnerie. Située légèrement plus au sud que la porte centrale de l'aile orientale, elle dessine le plan d'un bâtiment qui aurait une longueur d'environ 27,50 m pour une largeur de 9,50 m. Alors ce plan reste hypothétique, mais
par mon expérience, généralement, quand une maçonnerie est plus épaisse, plus large qu'une autre, sans raison apparente, c'est qu'elle appartient à un état antérieur. Une cage d'ascenseur a également été creusée dans l'aile des communs. À l'extrémité donc est de l'aile des communs nord, le creusement d'une seconde fosse d'ascenseur a révélé des niveaux d'occupation anciens à plus d'1 mètre de profondeur. Ils sont coupés par une tranchée parallèle au bâtiment. Alors c'est une tranchée remplie de terre, de gravat, de morceaux de briques, mais elle pourrait correspondre à l'épierrement d'un ancien mur, dans un but de récupération des matériaux de construction. On a vu qu'au XVIIIe siècle, on reconstruit en récupérant des briques au château d'Autun, mais on a déjà récupéré tout ce qu'il y avait sur place. Donc on a pu carrément vider les fondations des anciennes maçonneries. Le report de la position de ce mur sur le plan du château montre qu'il est implanté dans l'alignement de la façade nord du château et dans la moitié de la profondeur de la tour-porte. La tranchée observée pourrait ainsi correspondre à l'emplacement du mur d'enceinte contemporain des portes des communs. En prolongeant l'axe du mur, on remarque que celui-ci aboutit dans l'angle du pavillon nord, qui est désaxé par rapport au bâtiment des communs, ce qui surprend de prime abord. Ainsi, le pavillon a été entièrement reconstruit et il est probablement implanté sur l'une des 4 tours qui délimitaient la basse-cour avant le XVIIIe siècle. Je ne vous ai pas parlé d'une chose encore, c'est Annie vous parlait de la symétrie dans l'aménagement du château. En revanche, son plan n'est pas symétrique. Vous remarquerez que les 2 ailes ne sont pas parallèles. Et ça aussi montre bien qu'on renvoie des maçonneries antérieures. Devant le pavillon sud, la tranchée pour les nouvelles fondations du mur de la grille d'honneur a mis au jour une maçonnerie entreaperçue avant que l'eau de la nappe n'envahisse le fond du creusement. C'est celle qui est signalée par le trait rouge. Bien que le tronçon aperçu soit très réduit, le mur semble parallèle à l'aile des communs sud. Si on le prolonge, il se raccorde à la tour-porte dans une position symétrique par rapport au tronçon de mur observé au nord. Au sud comme au nord, le pavillon pourrait être construit sur une ancienne tour d'angle de l'enceinte de la basse-cour. Sous l'ascenseur du château, les travaux ont montré que le mur actuel qui forme la façade nord du château a été construit postérieurement au mur de la maison forte que je vous ai présenté précédemment. Il correspond à une phase d'agrandissement de l'édifice vers le nord. On observe que l'axe de ce mur se poursuit dans l'alignement du supposé mur d'enceinte que nous venons de voir et qu'il est probablement contemporain des tours à canonnière ovale et pourrait dater du XVIe siècle. Dans la pièce qui jouxte la tour, on observe un dispositif qui n'existe que dans cette pièce. Le mur de façade a été entaillé à l'intérieur pour insérer les sols des périodes postérieures et pour réduire son épaisseur. Ainsi, son épaisseur est beaucoup moins importante que le mur de la bibliothèque voisine. Le nouveau parement en briques de la pièce est plaqué contre le blocage du mur et un vide les sépare. Enfin, l'ancien château transparaît également à travers le lapidaire. Plusieurs murs démolis ou démontés à l'occasion des travaux renfermaient des remplois. Ainsi, de nombreuses pierres de taille présentent des moulures gothiques ou plus récentes. Vous avez en bas à droite et en haut à droite un bel exemple de mouluration gothique. Alors le château a connu, Annie vous l'a dit, une importante campagne de travaux vers 1680 qui lui a donné l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Toutefois, des murs appartenant à cet état de construction ont aujourd'hui disparu. Ainsi, trois parois venant cloisonner l'aile nord du château appartiennent probablement à l'état du XVIIe siècle. Le mur qui sépare actuellement la cage d'ascenseur de la bibliothèque est construit sur un arc de décharge reliant les 2 murs antérieurs. Vous voyez l'arc sur la photo de droite. Alors c'est un système de fondation qui permet d'éviter les désordres que pourrait créer la présence de 2 points durs dans un sous-sol par ailleurs meuble. Si on avait construit un mur continu,
reposant sur de maçonnerie et sur de l'argile, la façade aurait fini par avoir des fissures. Deux de ces maçonneries ont aujourd'hui disparu. L'une était plaquée contre la tour médiévale, donc on a pu la voir arasée sous le sol de la pièce. Et l'autre, également arasée sous le sol de la pièce, a été coupée par le sondage dans son épaisseur. Un certain nombre de maçonneries ont également été observées dans les diverses tranchées ouvertes dans la cour. Il s'agit des fondations du premier mur de la grille qui fermait à l'origine la crête du château, comme vous avez pu le voir sur la gravure présentée par Annie tout à l'heure. Les vestiges cartographiés permettent de restituer le plan de cet aménagement, donc, qui n'était pas rectiligne comme la grille actuelle, mais qui débordait dans les douves actuelles. Donc on voit bien que celles-ci ont été modifiées. Donc voici le mur qui se raccordait à l'aile nord et les murs de l'avancée que formait la grille de part et d'autre de la ligne. Et voici la gravure sur laquelle on voit bien que la partie centrale forme une avancée circulaire. Dans la cour des communs, la tranchée ouverte sous la grille d'honneur a permis d'observer le plan des bâtiments des communs avant leur modification à la fin du XVIIIe siècle. Ainsi, des murs appartenant aux ailes des communs avant la création des pavillons ont été détectés au nord et au sud. Ils dessinent une extrémité ouest qui se réduit en largeur par rapport au corps des ailes. Vous voyez dessiner donc en tireté vert le plan de ces ailes de communs. Donc, on a d'abord les tours-portes probablement datant du XVIe siècle, agrandies en accolant des nouvelles ailes de communs au XVIIIe siècle, qui se prolongeaient probablement en se réduisant jusqu'aux anciennes tours des communs sous les actuels pavillons. Donc ici au sud, vous voyez le mur qui dessine un S et qui marque cette réduction de la largeur. Donc à l'est, ce mur se poursuit dans l'alignement de la façade des communs. À l'ouest, en revanche, il se poursuit parallèlement au mur actuel du pavillon et ne se poursuit pas sous le pavillon, montrant que celui-ci, donc le pavillon actuel, ne se superpose pas, il a été reconstruit. Il ne se superpose sans doute pas tout à fait à l'ancien bâtiment et à l'ancienne tour. Voilà, on voit ici le mur en S qui se poursuit à côté de la fondation du pavillon que vous voyez en élévation au-dessus. À l'extrémité nord de la tranchée, donc, une autre maçonnerie du même type a été détectée, mais son plan est différent de celle observée au sud. Il dessine ici un angle droit et non un plan en S. Alors pourquoi cette différence? Peut-être pour une différence de chronologie de construction, on a peut-être commencé d'un côté, fini de l'autre et puis changé de partie entre les deux. Ce mur se poursuit également dans l'alignement du mur de façade des communs. Donc voici ici sur la gravure, on voit très bien ces communs qui forment un ensemble continu et la partie arrondie qui permet de relier les actuels pavillons aux ailes des communs de chaque côté, là où on voit les flèches rouges. Alors, des vestiges non datés antérieurs à la grille installée au XVIIIe siècle, mais en revanche postérieurs au niveau d'occupation charbonneux, ont été détectés dans la basse-cour. Il s'agit probablement des vestiges de ces anciens bâtiments de basse-cour qui faisaient front au château et qui n'étaient pas situés sur les côtés, comme l'a signalé Annie. Alors, ils ont été coupés par les murs de la grille d'honneur très profondément. Et parmi eux, on distingue un bâtiment délimité par des murs de briques étroits. Donc, on voit ici une extrémité et l'autre de ce bâtiment.
Les murs ont été arasés au niveau du sol. L'espace intérieur était soigneusement aménagé. On voit ici que les argiles grises, qui devaient être relativement humides et sur lesquelles on ne devait pas pouvoir marcher, donc ont été entaillées. Et une importante couche d'argile a été rapportée pour former une fondation de sol en fait, et à la surface on trouve un petit sol en terre battue. Alors ce bâtiment n'a été observé qu'en coupe, que d'un côté en plus, et on ne peut hélas pas restituer son orientation. On peut penser qu'il était parallèle à l'aile du château, mais voilà, on ne peut pas aller plus loin. Encore dans la cour des communs, la tranchée de chauffage ouverte le long des douves qui séparent la cour des communs de la cour du château. Ici aussi, un très gros creusement. Alors, il s'agit d'une fosse. La tranchée n'était pas assez profonde, encore une fois, pour connaître la profondeur de la fosse. En revanche, la présence d'une couche de chaux et de pierres incomplètement cuites, ainsi que la forme arrondie du bord de la structure, évoque la présence d'un four à chaud. On n'a pas pu aller au fond, on peut pas en être certain, mais voilà. En tout cas, la présence d'un four à chaud dans la chronologie demeure inconnue, témoigne des multiples campagnes de travaux qui ont eu lieu sur le site et pour lesquelles on avait besoin de grosses quantités de chaux. Alors, les tranchées ont mis aussi en évidence des modifications assez récente, donc après la mise en place du plan du château tel qu'on le voit sur la gravure, et notamment le déplacement de la grille d'honneur. Donc vers 1775, la grille est déplacée et les pavillons sont séparés des ailes. Vous voyez ici le dessin d'élévation de la grille fait par le cabinet d'architecte qui s'occupe de la restauration, et dans les tranchées, des murs de briques très profonds qui servent de fondation à ce mur. Alors c'est un mur continu qui s'élargit et qui forme des massifs plus larges sous les piliers. Mais voilà, on voit ici au fond, sur la photo de gauche, vous avez au fond le mur et dans la coupe les parties qui s'élargissent sous les piliers. Mais, surprise, ces élargissements ne correspondent pas aux piliers de la grille actuelle. Les deux ne se superposent pas. Donc il est possible que ces fondations appartiennent à deux campagnes de travaux distincts ou à un changement de partie en cours de route. En tout cas, l'étude est en cours de route, elle est encore en cours et la réflexion est encore en cours. Voilà, je propose ici en jaune les bâtiments antérieurs à la grille, les bâtiments de la basse-cour, et en bleu et en vert peut-être deux étapes de construction de la grille. Alors le mur de fondation sous la grille est lié, les briques sont liées par un mortier sableux très friable, si bien que la pelleteuse n'a pas forcé du tout pour démonter ce mur. Ils n'avaient même pas l'impression qu'il y avait un mur, alors que la fondation du pavillon sud, celle qu'on voyait en photo tout à l'heure, elle est construite avec un mortier très dur, et on voit bien que le pavillon était reconstruit postérieurement dans une autre étape de travaux, et là l'appel a vraiment forcé pour casser le mortier. Donc les pavillons ont probablement été entièrement reconstruits vers 1775, comme le montrent les fondations dont je vous parle. Sur cette photo, voilà, on voit la fondation avec le mortier. Alors on a aussi trouvé des traces d'aménagement de confort pour rendre cette résidence agréable à vivre au XIXe siècle. À cette époque, une chaufferie est aménagée sous l'ancienne pièce qui occupe l'extrémité de l'aile nord, donc à proximité de la tour nord-est. Pour cela, les anciennes cloisons ont été arasées et un nouveau mur en briques est construit sur une imposante fondation en pierre. Ah, vous voyez le mur de briques, dans le mur du fond, le mur de briques assez étroit mais qui repose sur une très grosse fondation de pierre. Et plaqué contre cette fondation, le foyer d'un calorifère a été aménagé dans le sous-sol.
Donc, accessible par un escalier très court, il est fermé par une porte en fonte et abrite un système qui produit l'air chaud. Ce système à circulation naturelle comprend un échangeur constitué de tuyaux en fonte disposés verticalement autour du foyer et une arrivée d'air froid qui traverse le mur d'or du château et arrive sous le foyer et sous les tuyaux. Le système de distribution de l'air chaud qui devait se greffer sur l'extrémité des tuyaux a disparu, mais l'évacuation des fumées se faisait par la cheminée de la bibliothèque, comme le montre le percement dans le mur est, voilà, au fond, tout au fond, à côté du mur en briques. En conclusion, j'espère avoir montré l'intérêt de mettre en place un suivi archéologique des travaux dans ce genre de site. Et en même temps, voilà, ces observations très lacunaires nous donnent envie d'en savoir plus, et nous donnent envie de faire des théories, mais il faut rester prudent parce qu'on n'a que des éléments très très ponctuels. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai une question concernant la profondeur des fondations de la grille à son emplacement d'origine. Est-ce que vous êtes arrivé jusqu'au niveau de la fondation et par rapport aux fondations actuelles, donc nous pendant les études on a effectué un sondage ponctuel où on a trouvé des fondations très, très profondes de 45 cm. Est-ce que sur le reste de la longueur de la grille, est-ce que vous avez trouvé des fondations plus ancrées? Alors justement, c'est une chose qui fait penser aussi qu'on a vraiment deux campagnes de construction et deux projets différents parce que toute la partie sud, alors la partie sud c'est un peu compliqué parce que l'opération ne s'est pas passée dans des bonnes conditions. On est arrivé, la tranchée était déjà ouverte, donc on n'a pas vu le mur, on a vu que le massif à l'extrémité. Mais en tout cas, les fondations sont moins profondes que la tranchée. Et toute la partie nord, on n'a pas atteint le fond des fondations. Elles sont plus profondes que la tranchée. Voilà. Et en plus, elles ne sont pas construites tout à fait de la même façon. Donc on a des fondations qui dépassent 1 mètre. La tranchée, elle faisait entre 1,40 m d'un côté et 2 mètres de l'autre. Ça, c'est les fondations actuelles. C'est pour la grille à son emplacement actuel. Ouais. Et sur son emplacement d'origine, elles ne sont pas très profondes. Elles font ce qu'il en reste entre 60 et 80. La partie qui se raccorde à l'aile nord, on n'a pas atteint le fond. Sa tranchée était pas assez profonde. Et les deux parties qui forment l'arrondi de part et d'autre du chemin, on a eu le fond, elles ne sont pas très profondes. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'autres fouilles plus importantes? Est-ce que c'est une question financière? Est-ce que c'est une question technique? Oui, voilà. Ou est-ce que ce n'est pas utile historiquement? Parce que l'archéologie, ça a un coût. Donc là c'était l'occasion parce qu'il y a des travaux. Ces travaux allaient détruire des vestiges, de les observer. Mais après, pour faire une fouille, il faut programmer une fouille, il faut trouver un financement. C'est autre chose. Je suis Bernadette et je travaille sur la partie du 2e, 20e siècle des archives. Et vous parliez d'un des deux pavillons où vous pensiez qu'il aurait pu être reconstruit. Vous parliez bien du pavillon sud, c'est ça, au nord. Après 1776, bien sûr. Parce que moi, j'ai notamment une mention donc, dans les correspondances de Thiard qui indique effectivement qu'il reconstruit l'un des pavillons qui a été fixé les années 2000. Je crois que c'est dans les années 1813, 1815. On serait peut-être potentiellement sur. Oui,
Ouais. ce début du 19e, ça peut être peut-être non contradictoire avec les propos, mais Ah oui, ça pourrait être tout à fait ça. du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans cette même mention, alors c'est compliqué, mais il y a beaucoup de mentions, mais on dit que notamment dans le commun, il y avait un appartement, celui qui est le régisseur en fait de ce château, et que en fait il reconstruit à côté de l'appartement de Monsieur Paget. Donc, merci beaucoup, ça situe cet appartement que je ne savais pas où situe comme un ordre. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions. C'est pour savoir si vous avez des moyens de dater les matériaux comme les briques. Oui, on peut dater les briques, oui. Alors moi je suis pas une spécialiste des moyens de datation géophysique, mais enfin physique, mais oui, avec la thermoluminescence, je crois, ou peut-être poser la question à mes collègues qui peut-être savent mieux que moi. Mais maintenant on peut dater les mortiers, les briques. Alors en revanche, les briques, c'est pas du tout un bon élément pour dater le bâtiment, hein, puisqu'elles sont constamment employées. Donc voilà, on peut dater les briques, après les briques ne datent pas le bâtiment. Je voulais savoir, dans les sous-bassements, parce que vous avez trouvé le sous-bassement de murs, enfin de fondations diverses par les pavillons, est-ce que c'est de la pierre ou est-ce que c'est des briques justement par les fondations? La totalité des murs sont en briques, à l'exception de la fondation du mur 19e à proximité de la tour nord-est qui est en pierre et de la partie supérieure de la fondation de la grille d'honneur qui est en pierre. Sinon tout le reste est en briques. Toutes les fondations même, enfin, d'accord. Et vous avez parlé des mortiers, vous avez dit que les mortiers côté sud étaient beaucoup plus durs que ceux de la partie nord. Non, c'est l'inverse. Plus dur partie nord que partie sud. C'est quoi la différence de ces mortiers? Est-ce qu'il y a une différence d'époque? Et au niveau technique, Oui. c'est quoi aussi? En matière générale, tous les mortiers anciens sont très souvent sableux et très pauvres en chaux. Ou limoneux, même presque limoneux, c'est presque de la terre avec très peu de chaux en fait. Et pas ou très peu de gravier. Et c'est seulement à partir du 17e, 18e, parfois même plus tard, qu'on observe des mortiers qui ressemblent un peu à nos bétons, où on a beaucoup de granulats et puis beaucoup de chaux et ils sont très compacts, très durs. Ça c'est pour la période médiévale, hein, parce que les Romains faisaient des mortiers par contre très durs avec des granulats. Et